Tu nous fais un pause quand tu lances. Bonjour à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour un live spécial sommeil aujourd'hui. J'ai le plaisir d'accueillir le docteur Christian Recchia. Bonjour Christian, vous êtes président du comité santé de l'Institut du Cœur et vous êtes également médecin interniste. Effectivement, à l'Institut du Cœur, nous organisons des actions de prévention depuis une trentaine d'années. Durant ces 30 dernières années, le professeur Cabrol a partagé nos ambitions et nos stratégies. Et nous avons réalisé plus de 700 interventions sur le plan national afin de promouvoir la prévention cardiovasculaire et métabolique. Voilà, et c'est un lien évidemment avec le sommeil dont on va parler aujourd'hui. Évidemment, vous êtes les bienvenus pour nous poser en direct, c'est le concept, eh bien, toutes vos questions concernant le sommeil. Mais j'ai déjà attaqué par une question qu'on se pose un petit peu tous. Est-ce qu'il existe des plantes qui aident à dormir ? Alors c'est une question très importante. C'est une question qui devra faire l'objet d'une émission spécifique. Oui, il y a des plantes qui aident à dormir, mais ces plantes peuvent être efficaces chez des personnes qui ont été préparées à dormir et non pas chez des personnes qui sont résistantes au sommeil. Donc, ce qui veut dire que c'est quand même... C'est un accompagnement. C'est un accompagnement, et d'autant qu'aujourd'hui, il faut être très précis sur les plantes. Je choisirais plutôt des plantes bio, des plantes qui sont issues de production maîtrisée, un petit peu comme les herboristes des années 30, qui savent faire un travail minutieux avec véritablement une traçabilité moderne. Et ça sera l'objet d'une émission qui sera fort intéressante. Alors, on va poser des questions qui nous concernent dans notre vie de tous les jours. Autre question fondamentale, nous sommes beaucoup à boire du café, du thé. Jusqu'à quelle heure est-ce qu'on peut, comme ça, prendre des excitants traditionnels, je dirais, pour ne pas mettre en cause son sommeil de la nuit ? La question est importante car nous sommes en Europe, et notamment en France, de très grands consommateurs de café et de très grands consommateurs de thé. Caféine et théine, même combat métabolique, ça a la propension à vous exciter sur le plan neurologique, à vous provoquer une hypertension artérielle relative, à vous stimuler, donc à vous éveiller. C'est une hormone à part entière, c'est le premier des dopants, le café, c'est le premier des dopants. Donc ce qui veut dire que lorsqu'on prend un café le matin, très bien, un thé le matin, très bien, un demi-bol, voilà, globalement le volume. Après un bon déjeuner, le café avec une barre de chocolat ou un petit chocolat noir, très bien. Et puis après 15 heures, il faudrait peut-être arrêter. Mais le tea time alors ? Ceux qui prennent le thé à 5 heures comme moi, on fait comment ? Après 16 heures prennent le thé, ou au moment du 16 heures, prennent le thé au moment du deuxième pic de cortisol, de la deuxième phase, et ça peut repousser l'apparition de cette deuxième phase hormonale, et donc provoquer chez les personnes ce qu'on appelle une insomnie relative, c'est-à-dire un retardement du sommeil au-delà de minuit, ce qui peut être gênant et provoquer des angoisses. Autre question qui est fondamentale, que certainement vous posez également, l'histoire des somnifères. Est-ce qu'aujourd'hui, on se fait encore prescrire des somnifères légers ? Est-ce que ça se fait encore ? Est-ce qu'il y a des dangers ? Bref, est-ce qu'il faut en prendre quand on ne dort pas ? Alors, la France est malheureusement un des premiers pays en Europe à véritablement consommer des somnifères. Personnellement, je ne suis pas pour, car je préfère demander à nos auditeurs d'apprendre à dormir, d'apprendre à se passer de somnifères. Et très sincèrement, les médecins qui prescrivent aujourd'hui des somnifères devraient passer par une anamnèse, par un questionnement. En tant que médecin interniste, quand on a pour la première fois un patient, l'examen dure 1 heure, 1 heure et demie. Et parfois, pour comprendre pourquoi la personne ne dort pas, il faut du temps, il faut bien comprendre la personne sur de longues périodes. Donc il faut plusieurs consultations, il faut prendre le temps de ne pas être devant un patient un peu énervé qui dit « je suis venu chez le médecin pour avoir un somnifère », le médecin doit résister et lui expliquer l'enveloppement et la physiologie du sommeil. Donc je ne suis pas pour un somnifère, je suis pour un accompagnement. Cependant, il y a des moments dans la vie où nous avons des angoisses, où nous avons subi un accident, un stress très important, psychologique ou physique, ou les deux. Là, évidemment, les somnifères ont un effet magnifique, parce que ce sont des gens qui parfois, à cause d'un traumatisme, ne dorment plus pendant quelques jours. Le somnifère a la capacité à faire dormir, et là c'est important. Donc je dirais que c'est une question à part entière qui pourra faire l'objet d'une émission spécifique. Oui, et puis il faut pouvoir se réveiller aussi le lendemain matin. Voilà, et c'est le premier acte, si j'ose dire, d'un bon sommeil, c'est dormir sans somnifère. Mais quand une personne doit bénéficier d'un somnifère, il doit y avoir un cadre médical très organisé. Je ne suis pas pour la mise en place régulière de somnifères.
Alors j'ai une question d'Élise. À quelle température doit-on maintenir la chambre, vous y êtes très sensible, pour que les conditions de sommeil soient optimales? Sur un bon matelas, sur un oreiller qui répond au cadre de vos cervicales et de votre nuque, un oreiller donc adapté qu'il faut travailler, il faut la température la plus basse, entre 18 et 20 degrés. Ça va. Pas 15, pas 17, mais ce qui veut dire que je préférerais que vous soyez couverts par les couvertures, je préférerais plutôt qu'une chambre à 22, 23 degrés, où là finalement on transpire, où on n'est pas bien, mais plus que la température, c'est l'hygrométrie qui compte. Ce qui veut dire que travailler sur l'humidité et la température, l'humidité et la température, c'est important. Ce qui veut dire que les bronchiolites chez les enfants, des rhinites, des pharyngites débutants chez les adultes, qui finissent toujours par les rhumes, par des pseudo-angines virales, et bien concrètement, c'est déjà une chambre trop chaude ou trop sèche. Oui, trop sèche. Alors, très important. Il existe des appareils pour humidifier. Parce que l'appareil en lui-même. Moi, je mettais un bol d'eau sur mon radiateur et la vapeur d'eau. D'ailleurs, on dort mieux. Et maintenant que la période des skis va commencer, vous allez monter dans les chalets où l'air, la nuit, est hyper sec. Ouais. Donc, vous êtes carrément et franchement en train d'abîmer vos vacances. Ce qui veut dire que le premier réflexe pour une famille, le premier réflexe pour papa et maman, lorsque les enfants ont moins de 10 ans, c'est d'humidifier la pièce de bébé. Au moins, il pourra dormir tranquillement. Et avec une machine, on est d'accord, un petit appareil. Avec un petit appareil qu'on achète en pharmacie, c'est très très bien. Docteur Recchia, la sieste. Alors, la sieste aussi, vaste problème. On a souvent un petit coup de barre après le déjeuner. Est-ce que la sieste, c'est pour tout le monde? Et combien de temps peut-on s'accorder de temps de sommeil pendant une petite sieste réparatrice pour ne pas mettre en péril la nuit de sommeil suivante? La sieste est très important. C'est la deuxième vie d'un humain pour les femmes et les hommes. Je pense aux femmes parce qu'elles travaillent, parce qu'elles assument souvent les biens ménagers, parce qu'elles s'occupent des enfants, et malheureusement les hommes ne les accompagnent pas suffisamment. Là, c'est un signal pour les humains mâles que je représente, et je suis le premier à ne pas bien m'occuper de mes miens, comme on dit. Ce que je voudrais vous dire, c'est que pour les femmes, faire une sieste, c'est très important. Je l'ai toujours dit. Et concrètement, la sieste, c'est pas plus de 20 minutes. D'ailleurs, une sieste efficace, vous vous réveillez tellement bien, vous avez l'impression en 20 minutes d'avoir dormi 2-3 heures. C'est pareil lorsque vous êtes sur la route. Quand vous êtes sur la route, que vous avez des yeux qui clignotent, mais ne prolongez pas de 3-4 km votre conduite. Dès qu'il y a une place pour vous arrêter dans de bonnes conditions de sécurité, vous vous allongez dans la voiture et vous dormez 10-15 minutes. Vous épargnez des vies, vous épargnez vos vies à vous, et concrètement, c'est très important d'intégrer que cette sieste en voiture, elle est aussi importante que la sieste chez soi. Et la sieste, ça fait baisser la tension artérielle, ça vous fait reposer, ça fait restimuler le système nerveux végétatif, et vous sortez d'une sieste beaucoup plus détendue, l'équivalent de 2-3 heures de sommeil, mais en 20 minutes. Mais ça ne va, alors du coup, ça ne va pas pénaliser le sommeil de la nuit, mais est-ce que c'est la même sieste pour les personnes actives, des personnes sédentaires? Chacun fait comme il sent, comme il veut, comme il peut. Et là aussi, le médecin a un rôle d'éducation. Le médecin ou toutes les professions paramédicales. Ce que je dois préciser, c'est que le médecin généraliste, qu'êtes-vous du système de santé, je le répète, on ne le dit jamais assez, doit intégrer la sieste comme étant une thérapeutique de vie. C'est très important d'intégrer ça. Et il y a des entreprises aujourd'hui qui ont l'intelligence de comprendre cela, et véritablement, ça doit rentrer progressivement dans les mœurs. Quelqu'un qui travaille 8-10 heures par jour, ou qui travaille 8 heures par jour et qui a ensuite 2 fois 1 heure pour rentrer chez lui par les transports en commun, eh bien la sieste est importante. La question des écrans, docteur Recchia, ça aussi on y est tous soumis. Est-ce que le fait de pianoter sur son ordinateur, d'être devant la télé ou sur son smartphone, eh bien, ça va nous empêcher de dormir? C'est très clair, mesdames et messieurs. Et ça, c'est une question de victoire. Victoire, c'est très clair, pour être simple, lire Platon, lire ça vous endort, de Jacques Brel, lire Flore des mots de Gagnère, où il y a les meilleurs mots de la langue française qui sont d'ordre mondiaux. Et bien concrètement, l'écran a la propension à vous stimuler sur le plan neurologique, à dire au cerveau la journée n'est pas terminée, tu vas continuer à travailler. Cette stimulation empêche le sommeil. Donc avant l'endormissement, il est très important d'arrêter de regarder les écrans. Combien de temps avant de dormir?
Au moins 1 heure. Au moins 1 heure. Ce qui veut dire que quand vous rentrez chez vous... S'il y a des ados qui nous regardent, oui, vous avez l'information. Parce que le lendemain, il y a école. Pas d'écran, quel qu'il soit, téléphone ou autre, dans une chambre. Ça, je le dis aux parents. Ce qui veut dire que lorsque la famille rentre chez elle, on pose téléphone et écran dans un tiroir, on n'y touche plus. C'est ce que vous faites, vous ? Oui. Et on n'y touche plus. Ce qui veut dire très clairement que ce réflexe-là améliore de 20-30% l'endormissement des enfants, car sachez que les enfants entre 15 et 17 ans, eh bien 60% d'entre eux, après une enquête, présentent des troubles du sommeil, une très grande fatigue, parce qu'un adolescent doit grandir, doit apprendre à les angoisses de son avenir, mange mal, et puis rentre dans une vie active un peu perturbée. Eh bien, le sommeil est important, et les écrans perturbent le sommeil, donc les écrans, 1 heure avant le sommeil, on les évacue. J'avais une question tout à l'heure aussi d'Élise sur l'exposition du lit. Alors, est-ce qu'on raconte que le fait de mettre la tête au nord-est, ça permettrait peut-être d'avoir un sommeil de meilleure qualité ? Quelle est la réalité de ça ? La réalité, c'est qu'il n'y a pas de réalité. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut dire qu'il y a des individus, femmes et hommes, sensibles à cela. On peut dire qu'il y a aujourd'hui des bâtiments extrêmement perturbés, parce que quand les bâtiments sont en béton, les nœuds de Hartmann et de Curie, c'est-à-dire les nœuds telluriques énergétiques qui sortent de la Terre, ont une existence et perturbent le monde animal, végétal et humain. Mais de là à dire qu'il faut absolument dormir la tête au nord, il n'y a pas de statistiques qui le prouvent scientifiquement. J'ai autour de moi des personnes qui disent « si je n'ai pas la tête au nord, je ne dors pas », très bien. Mais en revanche, ce qu'il faudrait faire quand vous rentrez dans un appartement, dans une maison qui est récente pour vous, c'est faire effectivement le test pour voir dans quelle orientation vous dormez le mieux. Cela dit, dormir à côté d'un radiateur, c'est très très mauvais. Ah bah oui. Dormir à côté d'une fenêtre qui peut être ouverte régulièrement, c'est plutôt pas bon. Donc il faut aussi aménager ça. Donc il y a beaucoup de facteurs. Beaucoup de paramètres pour que la chambre soit optimale. Et de plus en plus de personnes vivent dans des appartements. Et sur le plan énergétique, les appartements sont perturbés aujourd'hui par toutes les structures énergétiques, téléphone, Wi-Fi, oui. le béton perturbe considérablement cette chose magnétique que ma grand-mère évoquait quand j'étais tout petit. J'entendais cela. Et bien effectivement, il faut prêter attention à cela, mais il faut surtout prêter attention à quel endroit de ma chambre je dors le mieux. C'est ça la vraie question. Et quand vous êtes deux, oui, c'est un peu à l'usage en fait. Il faut négocier. Oui, il faut négocier. Bon, ça c'est autre chose. On va parler du sommeil à deux tout à l'heure. Mais j'ai quand même encore une question d'Élise. Quelle activité physique peut-on faire le soir qui va favoriser l'endormissement ? Pour la performance d'un grand champion, je parle pour l'Union nationale du sport scolaire qui représente 1 200 000 enfants, et j'engage, mesdames et messieurs, vous les parents, inscrivez vos enfants au sport scolaire. Au sport scolaire. Ils sont encadrés par 35 000 professionnels, professeurs d'éducation physique, Bac plus 5, qui sont remarquables. Ça, c'est juste après l'école, donc c'est facile d'accès. Après l'école, la performance mondiale de Carl Lewis ou des très grands coureurs de 100 mètres, c'est toujours après 17-18 heures. Mais nous ne sommes pas des grands coureurs ou des grands sportifs de rang mondiaux, et je crains souvent que des personnes qui vont faire du sport à 20h, 21h, que je vois souvent rentrer mes voisins à 22h30, 23h, ben c'est pas bien, parce que l'organisme, après un effort violent, est en hypertension, en hyperstimulation, en hypermétabolisme. Ensuite, ils vont prendre la douche. Souvent, ils n'ont pas mangé parce qu'ils ont sauté. Il y a une question hormonale aussi, de stimulation hormonale qui réveille. Après 19h30, on ne fait pas de sport. C'est pour l'organisme un retour au calme nécessaire. Cependant, pour des personnes qui ont le courage de faire du sport, très bien, mais pas d'entraînement violent. On peut faire un peu de cardio-training si on n'a pas eu le temps dans la journée. Un sport-jeu. Ou un petit peu de vélo pendant une demi-heure. Pas plus d'une heure. Ou du vélo d'appartement. Un cardio-training, oui, très bien. L'idéal, c'était de faire le sport, mais bon, c'est un idéal, hein, encore une fois, c'est théorique. Le matin tôt. C'est le matin tôt. Alors, dans ces cas-là, il faut un échauffement minutieux. Oui. Surtout après 30 ans, quand on commence à devenir très vieux, concrètement. Mais l'idée, c'est que le matin, très bel échauffement. L'après-midi, l'échauffement est moins nécessaire. Et puis, surtout, demander à un coach comment s'échauffer. Et le soir, après 20h, pas plus d'une heure de sport. Moi, je regrette de voir souvent de très grands sportifs, de très grands tennisman, de très beaux athlètes qui font 2 heures d'entraînement parce que finalement, c'est leur seul moyen de la semaine pour pouvoir assumer la compétition du dimanche. Donc, je serais très prudent. En tout cas, pour les enfants, pas de sport après 18-19 heures. Ça, c'est clair.
Les petits, avant qu'on passe au mari, parce que bien évidemment, on va essayer de comprendre le conjoint dans le lit qui ronfle et qui remue, mais les enfants. Il y a une question de Caro qui nous demande ce qu'on peut faire quand son enfant n'arrive pas à s'endormir. Alors, c'est quoi la méthode du docteur Recchia et du papa Recchia? Oh, écoutez, le papa Recchia n'est pas bon du tout. Je pense que maman Recchia est bien meilleure que moi sur ce sujet-là, je le dis humblement. Je rentre trop tard et je travaille trop. Mais cela étant dit, il y a des bébés dormeurs dès le premier jour de vie. Et puis il y a des bébés ennuyeurs jusqu'à l'âge de 15 ans. Donc on ne choisit pas. C'est très individuel. Il n'y a pas un nombre d'heures très fixe par personne. Très clair, c'est qu'un enfant de moins de 3 ans, de moins de 4 ans, de moins de 5 ans, à 20h30, 21h, doit être maximum. Oui. Et c'est pour ça qu'il faut les apaiser dès le retour de l'école. On ne va pas les surexciter. Pas d'écran. Pas d'écran. Ah, mais ça c'est mort. Pas d'iPad. Regardez, pas de téléphone, pour des enfants qui ont moins de 5 ans, ce n'est pas possible. Il faut que l'enfant, quand il rentre chez lui, se rende compte qu'il y a un sas de détente et de jeu, de dialogue avec les parents, et à 21h, après la lecture, après la voix de papa, après la voix de maman, après le bain est un apaisant fantastique. Laissez jouer vos enfants dans le bain, ça va les fatiguer, et alors évidemment, il faut que le lit soit refait. Un lit refait fait mieux dormir. C'est pas un lit défait en chantier, en état de guerre, concrètement. C'est important que l'enfant rentre dans un univers tout neuf pour dormir et soyeux. Donc vous pensez que finalement ces rituels peuvent aider les petits à un endormissement et donc les mamans, c'est le conseil qu'on leur donne. Oui, rentrer dans un rituel d'apaisement. Oui, et puis après, sinon on peut consulter le pédiatre si jamais il y a un problème. Oui, mais c'est plus simple que ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand l'enfant voit que maman lâche, que papa ne dit rien comme d'habitude, que c'est maman qui décide. Eh bien concrètement, que se passe-t-il? Des choses simples, c'est que l'enfant entend au niveau hormonal, son cerveau lui dit « Ah ben écoute, aujourd'hui c'est 22h30, demain aussi, et puis après-demain aussi ». Donc si l'enfant commence à apprendre à dormir à 22h30, pour lui demander de revenir à 20h, 21h, psychologiquement il va refuser parce qu'il s'amuse jusqu'à 22h30, et après vous allez avoir des enfants qui vont se coucher à 15 ans, à minuit, 1h du matin. Donc un enfant qui dort bien est un enfant qui s'est bien organisé dans sa vie grâce à ses parents. Et qui grandit mieux et qui est en meilleure santé, bien sûr, évidemment. Moins névrotique. Il y a des usines à névrose. Il y a des parents usines à névrose qui concrètement ne comprennent pas qu'un enfant doit bouger, un enfant doit sortir, même quand il est un petit peu malade, eh bien, une fois que l'enfant est bien cadré sur le plan de la thérapeutique grâce à un médecin généraliste ou un pédiatre, eh bien l'enfant doit sortir, il doit s'aérer. Et le mercredi doit être la journée de la musique, la journée de la culture, la journée du sport. Et un enfant dès l'âge de 2 ans et demi, 3 ans, mais c'est simple, vous le mettez au sport. Il y a des sports magnifiques qu'on peut faire à 3 ans, et là, ça va aider au sommeil. D'accord. 2 fois par semaine. Est-ce que, alors maintenant on va revenir un petit peu sur les parents, les plus grands. On regarde souvent la télévision quand même avant de dormir, malgré vos conseils. Il y a des films, il y a des séries télévision qui ont des contenus parfois un petit peu violents ou des contenus qui interpellent le mental. Est-ce que ça aussi, il faut le limiter avant d'aller dormir? Parce que c'est le seul moment de la journée où parfois les gens ont peu de distractions. C'est une des distractions préférées des Français, enfin des humains, je dirais. C'eût été bien que la première distraction soit la lecture de bande dessinée, la lecture d'ouvrages, le dialogue, le jeu entre les parents. La télévision est un système qui n'est plus à la mode. Je suis désolé. La violence qui est montrée à la télé est inique, c'est odieux, c'est honteux. Les synopsis sont vraiment sans intérêt. J'ai honte pour ces rédacteurs de synopsis. Et concrètement, on peut montrer en revanche à la télé des choses plus douces, des choses plus familiales sur l'environnement. On peut, sur certaines chaînes, apprendre des tas de choses d'une façon très pédagogique et très ludique. Donc ça, c'est bien. Mais je préférerais dans ces cas-là que l'enfant soit sur un jeu interactif. Ça fait fonctionner ses neurones, ses réflexes, sa rapidité. Non mais là je parle même des adultes. Hein. Oui. Voilà. Et je pense qu'il faudrait revenir, on est dans l'idéal, je suis en train de rêver, il faudrait revenir à ce que les parents
admettons qu'on concède 2 soirs par semaine de jouer avec l'enfant, de jouer avec lui, de passer du temps avec lui. Et je regrette souvent des enfants qui, le soir, à 19h, 20h, sont figés devant un écran, ne disent même pas bonsoir, et on dit, bah oui, mais il est fatigué. Ben non, mais justement, s'il est fatigué, surtout pas d'écran. Et donc, l'idée, c'est d'intégrer cette notion où l'interactivité réveille l'enfant, et après, il est apaisé. La violence qu'on voit... Et c'est valable aussi pour les adultes. Limitons, voilà, on a beau... C'est forcément un peu stressant. Il y a des séries et des numéros qui n'ont aucun intérêt pédagogique et même ludique. Alors, Carole se pose une question sur le travail. Comment peut-on s'organiser au plan du sommeil lorsqu'on travaille la nuit? Il y a toute cette histoire de rythme circadien. Ça, c'est une vraie question aussi. C'est une question magnifique qui va devoir faire l'objet de plusieurs émissions. Bon. Il y a des millions de gens qui aujourd'hui travaillent la nuit et qui ont le risque d'avoir plus de maladies vasculaires, plus de cancers, plus de diabète. Nous avons des sociétés privées et des sociétés publiques, l'État, qui s'occupent de ces personnes-là magnifiquement bien, mais on ne s'en occupe jamais assez bien. Parce que le vrai problème pour ces travailleurs de nuit, c'est qu'il n'y a pas de règles. On essaie de trouver des règles, c'est individuel. Et c'est là où le médecin interniste, et mieux encore le médecin généraliste, peut mieux comprendre le fonctionnement de ce personnage, femme ou homme, et se dire, eh bien pour Martin, eh bien je vais lui donner tel conseil parce qu'il réagit de telle façon, et pour oui, c'est vraiment la médecine individualisée, il n'y a pas de règles. Absolument, il n'y a pas de grandes règles. Toujours est-il que lorsque les personnes commencent à travailler la nuit, il leur faut une formation, une initiation, il leur faut absolument comprendre qu'il faut manger différemment, qu'il faut éviter de manger trop de sucre, qu'il faut faire du sport, et qu'il y a des moments dans la nuit où on a vraiment très envie de dormir, et là, c'est avec l'employeur qu'il faut intégrer, je dirais, la vision globale. Et l'employeur est autant responsable, si j'ose dire, que l'employé. Et là, il y a des employeurs à former, et je le dis ouvertement, c'est important, danger, l'employeur ne se rend pas compte c'est pas anodin, de travailler en décalage. C'est pas anodin. Voilà. J'ai une expérience à Bastia où je vois des personnes qui sont toute la nuit à travailler dans des zones de sécurité. Ce sont des gens malheureux, ce sont des gens honnêtes, ce sont des gens passionnés, ce sont des gens qui ont envie d'avancer. L'employeur se rend compte de cela, donc on est en train d'y travailler, mais que de temps perdu depuis 1960. On sait ça depuis 1960. Autre question d'Elisa. Elisa qui nous dit « À chaque fois que je m'endors, j'ai l'impression que mon cœur s'emballe. Est-ce normal ?» Alors, même à moi, ça m'est arrivé, ça. Oui, tout à fait. Et ça arrive parfois à des personnes qui font beaucoup de sport dans la journée. Et il y a une sorte de tressaillement intrathoracique. Il ne faut pas que ce soit fréquent. Alors, le tressaillement intrathoracique peut être les rafales un peu, c'est ça. Au sensoriel. Bon, très bien. Il peut être dû à une fatigue et puis un problème métabolique passager. Bon, très bien, le médecin généraliste résout ça très facilement. Mais ça peut être dû aussi à des problèmes cardiaques. Il faut l'intégrer, quel que soit l'âge. Vous pouvez avoir des problèmes de valves un peu rétrécies, vous pouvez avoir des problèmes de vascularisation cardiaque, des problèmes électriques cardiaques. En tout cas, je pense que le médecin généraliste devra vous organiser une consultation cardio, voire même une organisation d'une vision du fonctionnement cardiaque pendant 24-48 heures pour voir d'où viennent ces salves électriques qui provoquent ces tressaillements. Ce n'est pas normal parce que quand le cœur tressaille, il peut y avoir un emballement intraventriculaire et des microcaillots peuvent être embolisés au niveau des carotides. Donc c'est pas banal. Cela dit, dans 99% des cas, c'est un tressaillement passager. Mais c'est bien d'avoir posé la question, ça vous permettra d'orienter le diagnostic. La question maintenant du conjoint, de la nuit à deux, des ronflements. Quand par exemple quelqu'un ronfle, s'arrête, reprend, on a parfois le sentiment qu'il est en train de faire ce qu'on appelle une apnée du sommeil, dont on sait que c'est une vraie maladie. À partir de quel moment il faut s'inquiéter ? Alors, il y a le ronflement existe à tous les âges. Donc, des couples jeunes peuvent subir alternativement l'une et l'autre des ronflements, et simplement en poussant délicatement le conjoint et le faire changer de place,
Ça permet d'éviter un évanouissement du pilier de la langue contre le pharynx. Et du coup, et le fait de siffler, en quelques secondes, ça marche quand on siffle. Ça marche beaucoup moins bien. Il faut voilà, c'est ce que bouger. Je fais, je vais arrêter de le faire. Bouger. Il faut que la personne bouge afin d'éviter que le pilier de la langue s'efface et s'évanouisse dans le pharynx. Et le fait de bouger, il s'arrêtera ou elle s'arrêtera de ronfler. Maintenant, en faisant ça, si ça continue, et si vous constatez que la personne est en apnée, là effectivement, on est il y a une vraie souffrance, il y a un réveil. Et puis il y a des possibilités de maladies. Je dirais que nous avons des centres qui traitent les troubles du sommeil magnifiques. On en parle à son médecin traitant rapidement. À Paris et en France et en province qui font remarquablement le travail, mais c'est un diagnostic qu'il faut évoquer avec un message généraliste. Cela dit, une personne qui ronfle trop est une personne fatiguée, est une personne qui ne fait pas de sport, est une personne qui ne sait pas respirer. Et je dirais qu'un kiné ou un ostéo qui vous réapprend à respirer, et le kiné qui vous réapprend à respirer, il faut comprendre, mesdames et messieurs, que lorsque vous vivez, c'est l'expiration qui continue le timing de prendre ou reprendre de l'air. Il faut savoir expirer, et quand vous expirez, l'inspiration est automatique. Et quand les personnes adultes ou enfants font du sport, on demande à ces gens qu'ils expirent, et après l'inspiration est automatique. Et là, c'est donc un apprentissage de la respiration. C'est très important. Notre dernière question, docteur Recchia, cette espèce de sursaut qu'on a quand on est en train de s'endormir, c'est quoi? Ça fait peur très rapidement? Oui, alors évidemment, nous avons un système moteur conscient, un système sensitif conscient, et nous avons un énorme système végétatif inconscient qui gère le rythme cardiaque, le fonctionnement du foie, le fonctionnement de la contraction musculaire, la décontraction musculaire, la contraction tendineuse. Tout est connu au millième de millimètre carré près par l'organisme, et le cerveau intègre tout. Et quand vous êtes en sommeil, vous êtes en position de semi-détente progressive, et à un moment donné où la partie consciente active prend le dessous par rapport à la partie végétative. Et nous avons de temps en temps ces sursauts qui durent 1 seconde, 2 secondes, 3-4 sursauts peuvent peut-être vous réveiller, mais cela dit, c'est tout à fait normal. Il ne faudrait pas que ces sursauts durent trop longtemps, car là il faudrait consulter, mais avoir un sursaut au moment du sommeil, c'est plutôt bon signe, ça veut dire que vous commencez la phase d'endormissement réel. Merci beaucoup. C'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Ça donne envie d'aller faire dodo. On se retrouve évidemment une fois très prochaine sur une autre thématique. Évidemment, vous retrouvez toutes les questions que vous vous posez et bien d'autres sur le sommeil sur notre site internet medicite.fr. Et je remercie toute l'équipe de Medicite qui a organisé ce live. Et merci à vous. Christian. À très bientôt. Avec un immense plaisir. Au revoir. Bonne journée.